En novembre dernier, je me suis arrêté à une petite station-service, à 2 pompes perdues au milieu de nulle part, vers 1h30 du matin. J'étais tellement épuisé que tout me semblait parfaitement normal quand j'ai garé ma voiture près de la pompe. Les yeux rivés sur l'affichage du compteur, pendant que je faisais le plein, j'essayais de ne pas dépasser 30 € pile. Ce n'est qu'en me dirigeant vers la caisse pour payer que j'ai remarqué que quelque chose clochait. La première chose qui m'a interpellé, c'était l'absence de caissier. J'ai d'abord attendu, pensant que l'employé était simplement parti aux toilettes ou quelque chose comme ça. Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que le conducteur de la voiture garée à la pompe devant moi avait également disparu. Il n'était ni dans son véhicule, ni à l'intérieur de la supérette. Ma première pensée fut que le conducteur et l'employé devaient se trouver tous les deux à l'arrière du magasin. J'ai ressenti un frisson soudain, me demandant si je n'avais pas interrompu un braquage, et j'ai hésité à frapper à la vitre ou à appeler quelqu'un. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à la voiture garée devant moi en pensant « si c'est une Renault, je me tire d'ici », mais il me semblait que c'était une BMW série 3 de 2011. Si vous ne connaissez pas les voitures, les Renault sont faciles à voler, contrairement aux BMW. Même si ça n'excluait pas complètement la possibilité d'un braquage en cours, ça m'a suffisamment rassuré pour que je commence à frapper à la vitre en demandant s'il y avait quelqu'un. J'ai frappé 1 fois, puis 2, et après avoir tapé 3 fois en l'espace de quelques minutes, j'ai réalisé que quelque chose de vraiment anormal se passait. J'ai d'abord essayé d'ouvrir la porte de la supérette. Elle aurait dû être verrouillée, mais quand j'ai poussé, la porte s'est ouverte sans résistance. Je me suis avancé vers le comptoir en lançant des « Il y a quelqu'un ?» et pensant qu'il pouvait s'agir d'une urgence médicale, j'ai sauté par-dessus le comptoir pour inspecter l'arrière-boutique. Il y avait des toilettes, une réserve et un petit bureau, mais les 3 pièces étaient déverrouillées et vides. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que la station-service était complètement déserte. J'ai vérifié l'arrière du bâtiment pour en être sûr, mais je me doutais bien qu'il n'y aurait personne. Une fois certain que quelque chose de vraiment étrange se passait, j'ai sorti mon portable, prêt à composer le 17. Je n'étais toujours pas sûr de ce que je devais faire, alors j'ai crié « Il y a quelqu'un ?» Encore une fois, mais beaucoup plus fort. Sans réponse, j'ai appelé la police. Au début, j'ai senti que la standardiste pensait que j'étais juste un client mécontent parce que l'employé n'était pas là quand j'en avais besoin. Mais une fois que je lui ai bien expliqué qu'il n'y avait littéralement personne nulle part dans les environs, elle a commencé à prendre mon appel plus au sérieux. Elle m'a demandé où je me trouvais, et quand je le lui ai dit, elle m'a demandé s'il semblait y avoir eu un braquage. Je me souviens avoir répondu « Comment voulez-vous que je le sache ?» Mais elle m'a expliqué que si un braquage avait eu lieu récemment, un employé pourrait encore être caché quelque part. J'ai ressenti une pointe de frustration parce que, comme je l'ai dit, j'avais regardé probablement partout sauf dans la benne à ordures sur le côté de la station. En revenant d'inspecter la route à la recherche de signes de vie, je passais justement devant quand l'idée de l'ouvrir m'est venue à l'esprit. Je voulais pouvoir dire à la standardiste « Voilà, j'ai même vérifié la benne à ordures. Il n'y a définitivement personne ici, madame. » Mais quand j'ai ouvert la benne, ils étaient là. Je n'ai eu qu'un aperçu de ce qu'il y avait à l'intérieur avant de lâcher le couvercle et de reculer comme si cette chose était radioactive, mais un aperçu a suffi. Il y avait 2 corps là-dedans, tout tordus avec des taches sombres partout sur leurs vêtements. Et l'un d'eux portait certainement l'uniforme de la station-service. Je me souviens avoir dit quelque chose comme « Oh mon Dieu !» en m'éloignant de la benne dans un état de choc total, avec la standardiste dans l'oreille. « Monsieur ? Monsieur, dites-moi ce qui se passe, monsieur ?» Et je lui ai dit « Ils sont dans la benne, bon sang, ils sont dans la putain de benne !» Les flics sont arrivés en 10 à 15 minutes, et à ce moment-là, j'avais couru près de la route pour vomir tout le contenu de mon estomac. Je me rappelais ce truc à propos de préserver l'intégrité de la scène de crime. Alors, dans un moment de panique, j'avais vomi en courant. Puis j'avais dû garder le vomi dans ma bouche pendant quelques secondes avant de vomir encore plus près de la route.
Après ça, j'ai fait les 100 pas en tirant sur ma vapoteuse, jusqu'à ce que je vois une voiture de police se diriger vers moi sur la route. Après avoir parlé à l'un des officiers pendant quelques minutes, il m'a dit que j'étais libre de partir. J'ai cherché toute cette histoire en ligne dès que j'en ai eu l'occasion plus tard, mais bien que j'ai trouvé plusieurs articles sur un citoyen, votre serviteur, qui avait découvert des corps dans une station-service, rien n'expliquait comment ou pourquoi ces 2 personnes avaient été tuées. Depuis, je suis toujours extrêmement prudent quand je conduis la nuit, à la fois en surveillant de très près ma jauge d'essence pour éviter les arrêts nocturnes, mais aussi en évitant systématiquement toute station-service qui me semble un peu trop calme, préférant continuer jusqu'à la suivante. J'ai grandi dans une région boisée du centre de la France, sur une petite impasse à plus de 15 km du village le plus proche. Il y avait 7 maisons dans le secteur, chacune sur des terrains boisés d'au moins 1 hectare. On ne trouvait pas de grands animaux sauvages dans la région. Il n'y a pas d'ours ou d'animaux de cette taille dans le coin, et les gens ne s'y perdaient pas. En fait, en 20 ans que j'y ai vécu, personne ne s'est jamais retrouvé là par hasard. Quand j'étais adolescente, j'avais un bon ami, Thomas, qui habitait la maison voisine et qui avait quelques années de plus que moi. Thomas avait le droit de sortir avec ses amis beaucoup plus tard que moi, et parfois, en rentrant tard, il passait par mon jardin et lançait des cailloux sur la zone gravillonnée sous ma fenêtre pour discuter. Mon lit était juste à côté de la fenêtre. Je l'ouvrais et on chuchotait des histoires pendant un moment. Ma fenêtre du 2e étage donnait sur notre jardin arrière et sa maison était sur le côté. Je pouvais voir sa maison depuis ma fenêtre, par-dessus les arbustes qui bordaient le chemin menant à son allée. Je savais souvent s'il était sorti. La lumière au-dessus de la porte latérale était allumée. La lumière du « on est déjà rentré » était éteinte. Un soir d'été, alors que ma fenêtre était ouverte, j'ai entendu une voiture dans son allée qui le déposait. J'avais probablement 14 ans et il était environ minuit. J'ai entendu Thomas sortir de la voiture et parler avec ses amis. Peu après, ses amis sont repartis. J'ai appelé doucement, aussi fort que je pouvais sans réveiller mes parents, demandant à Thomas de passer discuter. Il n'a pas répondu, probablement parce qu'il ne m'avait pas entendu. Puis j'ai eu une idée pas si brillante que ça. Sortir en douce et lui faire peur. J'avais passé des années dans les bois à apprendre à me fondre dans le décor et à être silencieuse. Enfant, on se faisait souvent peur les uns aux autres. Alors, je suis descendu silencieusement du 2e étage et j'ai quitté la maison par la porte du garage qui menait à notre jardin, sous ma fenêtre, et qui formait un L avec la maison de Thomas, en passant par notre zone gravillonnée, puis par un sentier bien tracé à travers les bois sur environ 8 mètres. Mes parents avaient aménagé un espace gravillonné derrière la maison, probablement parce que rien ne poussait à cause de l'ombre des chênes. Il y avait des rondins de chêne de 35 cm disposés en chemin irrégulier dans les graviers, et si on quittait les rondins, le crissement des cailloux vous trahissait. Je me suis avancé habilement et en silence sur les rondins, en regardant vers la maison de Thomas. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité, mais je ne le voyais pas. À ce moment-là, j'ai entendu la porte de sa maison se fermer et la lumière s'éteindre, indiquant qu'il était entré, probablement pour aller se coucher. J'ai attendu un peu car j'ai cru voir quelque chose bouger dans les bois entre nos maisons, mais pas sur le sentier que nous utilisions toujours. Si on ne prenait pas le sentier, il y avait des églantiers et des framboisiers épineux qui pouvaient être douloureux si on n'était pas prudent. J'ai donc trouvé étrange qu'il soit dans les bois, mais peut-être voulait-il me faire peur comme je prévoyais de le faire. Pourtant, j'ai vu quelque chose de la taille d'un humain qui se déplaçait lentement dans les bois, s'arrêtant de temps en temps, comme moi. Ça se rapprochait, et je l'ai clairement vu. Mais c'était étrange qu'il ne marche pas directement vers ma fenêtre pour parler. Je me suis donc accroupi et j'ai attendu en silence, me demandant si je pourrais le surprendre. Je pensais toujours que c'était Thomas et qu'il m'avait vu sortir en douce et essayait de me faire peur. J'observais la silhouette sombre d'une personne qui se déplaçait, puis je la perdais de vue dans le feuillage. Elle semblait avancer furtivement, s'arrêtant et écoutant. Tous les quelques pas tout en se cachant.
Après avoir perdu patience, j'ai chuchoté une dernière fois pour appeler Thomas, mais il n'a pas répondu. J'en ai eu assez de me cacher et de rester accroupi. Alors je suis retourné silencieusement à la porte du garage et je suis rentré, verrouillant soigneusement derrière moi. Je suis remonté en douce à ma chambre, au-dessus de l'endroit où je me tenais à l'instant. Ma fenêtre était ouverte et j'entendais distinctement quelqu'un ou quelque chose qui marchait dans le jardin. J'ai de nouveau chuchoté pour appeler Thomas par la fenêtre, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Puis, j'ai entendu quelqu'un ou quelque chose tomber, grogner et gémir assez fort dans le soupirail juste sous ma fenêtre. Ce n'était pas assez bruyant pour réveiller mes parents, mais c'était suffisamment audible. Je ne l'ai pas imaginé, et ça m'a fait une peur bleue. Si vous ne savez pas ce qu'est un soupirail, c'est un trou semi-circulaire creusé contre la maison, d'environ 1 mètre de profondeur et renforcé par du métal. Il permet d'installer une fenêtre de sous-sol sous le niveau du sol, et le trou laisse entrer un peu de lumière naturelle. Thomas ne serait jamais tombé dans notre soupirail. Nous jouions à cache-cache et à toutes sortes de jeux dans le quartier depuis des années. Nous connaissions les soupirails et les contours de chaque maison, ainsi que les sentiers dans les bois comme notre poche. Le grognement semblait humain, et ce n'était pas comme un animal. Et puis, quelle qu'elle soit, cette chose s'est extraite discrètement sans trop se débattre. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un jeu amusant, et que quelqu'un ou quelque chose était dehors, et ce n'était pas Thomas. J'ai essayé de regarder par ma fenêtre aussi bien que possible, mais il y avait une moustiquaire pour empêcher les insectes d'entrer. Donc je ne pouvais pas me pencher pour voir directement sous ma fenêtre, contre le mur de notre maison. Puis, j'ai entendu le crissement des graviers, comme si cette chose marchait à nouveau dessus. Thomas aurait su où se trouvaient les rondins et n'aurait pas marché sur les graviers. Il savait que mes parents étaient assez stricts, et il était aussi discret que moi. Quoi que ce fût, ça s'est arrêté, et j'ai retenu mon souffle. Je suis pratiquement resté là, le visage pressé contre la moustiquaire du 2e étage, pendant probablement une demi-heure. Ça m'a semblé durer 1 heure, mais je suis sûr qu'à l'époque, je n'avais pas la patience d'attendre aussi longtemps. Je ne l'ai jamais entendu bouger ou partir, mais j'ai fini par m'endormir sur mon lit à côté de la fenêtre. Il y a quelque chose dont je suis certaine. Ce n'était pas Thomas. Je lui ai demandé plus tard, et il m'a dit qu'il était allé se coucher cette nuit-là en rentrant. Il n'avait aucune raison de mentir. Je suis presque sûr que ce n'était pas l'un de nos voisins, et je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait été là. Nous avions quelques voisins, et seulement 2 autres maisons sur 7 avaient des enfants. Encore une fois, ces 7 maisons étaient espacées d'au moins 1 hectare chacune. Il n'y avait pas de grands animaux dans la région. Nous n'avions que quelques chevreuils, mais ils étaient chassés et ne s'approchaient pas des maisons, et notre chien les effrayait toujours. Dans de nombreuses régions rurales de France, couper du bois de chauffage dans les forêts domaniales est une corvée nécessaire si l'on veut avoir une maison chaude pendant tout l'hiver. Notre foyer dans les montagnes du Massif central ne faisait pas exception. C'était normal pour mon père de venir nous chercher, mes frères et moi, après l'école, puis de se diriger vers la montagne pour un après-midi de ramassage de bois. Mon père abattait les arbres morts, puis les sciait en morceaux. Mes frères et moi avions pour tâche de faire rouler le bois jusqu'au camion et de le charger. Nous poursuivions ce processus d'assemblage jusqu'à ce que nous ayons un camion plein de bois, généralement avant la tombée de la nuit. Chauds, en sueur et épuisés, nous nous entassions ensuite dans la cabine du camion et redescendions la montagne. À la maison, le lendemain, nous déchargions, fendions et empilions le bois en rangées bien ordonnées. Ce processus était répété jusqu'à ce que nous ayons assez de combustible pour notre maison, la cabane de notre grand-mère et un supplément pour les voisins âgés. Cet après-midi-là, nous avions décidé d'essayer une route forestière différente de l'autre côté de la vallée. C'était bien en dehors de notre zone de bûcheronnage habituelle. Sans vraie raison pour ce changement, mon père avait simplement dit qu'il voulait changer d'air. Cette route forestière n'avait pas été entretenue depuis longtemps. De grosses pierres et des branches tombées jonchaient le chemin.
Mes frères et moi devions marcher devant, en poussant les pierres et le bois hors du chemin, tandis que mon père avançait le camion dans les lacets mètre par mètre. Nous avons lentement gravi la montagne. Cette randonnée était physiquement éprouvante. À mesure que nous montions et nous enfoncions dans les arbres, une sensation étrange a commencé à s'installer. Je n'étais pas sûr si c'était l'épuisement de la marche ou quelque chose de plus. Il y avait de l'électricité dans l'air, comme si toute la montagne bourdonnait à une fréquence juste en dessous de mes sens. D'une manière étrange, on aurait dit que la montagne savait que nous étions là et qu'elle n'appréciait pas ce fait. Je voulais dire quelque chose à mes frères, mais avant d'ouvrir la bouche, mon petit frère a dit « Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression qu'on n'est pas les bienvenus, ici ?» Mon grand frère et moi nous sommes arrêtés net et l'avons regardé. Nous avons tous les deux acquiescé. Ce moment a été interrompu par mon père qui klaxonnait et nous faisait signe de continuer à dégager le chemin. À contre-cœur, nous avons avancé vers une petite clairière dans les bois, où nous avons finalement arrêté le camion. Mon père, inconscient de notre appréhension ou choisissant simplement de l'ignorer, a pris sa scie et s'est mis au travail. Pendant que le bois était abattu et chargé, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment inquiétant qui m'enveloppait comme un linceul sombre. J'ai remarqué que mes frères jetaient occasionnellement des coups d'œil par-dessus leurs épaules pendant que nous travaillions. Tout le monde sauf mon père semblait être sur le qui-vive. Le soleil s'est niché dans les arbres et le crépuscule a commencé à s'installer. À mesure que la lumière disparaissait du ciel, mon anxiété ne faisait que s'intensifier. Ce n'est que lorsque mon père nous a dit de façon inattendue de charger que j'ai été envahi par une vague de soulagement. Je pouvais voir la tension de mes frères fondre également. Le camion n'était pas complètement chargé. Une anomalie, puisque selon mon père, faire une demi-charge était un gaspillage. Nous travaillions parfois jusqu'à la nuit tombée juste pour nous assurer que le camion était plein, mais ce soir-là, il semblait pressé de rentrer à la maison. Tout étant chargé, nous avons pris la route. Bien que mort de fatigue, tout le monde semblait avoir retrouvé une humeur beaucoup plus légère. Nous bavardions et plaisantions, tout en évacuant la tension de l'après-midi. Nous étions presque sortis de la ligne des arbres pour entrer dans la vallée. En descendant les lacets, il faut être prudent, surtout avec un chargement, même s'il n'était qu'à moitié plein. C'est alors qu'une forme floue a surgi du côté descendant du lacet. « Putain » est le seul mot qui est sorti de la bouche de mon père alors qu'il écrasait les freins. Chargé de bois et descendant la colline, il était impossible d'éviter de percuter cette forme floue. Le camion s'est finalement immobilisé et nous quatre avons regardé à travers le pare-brise. Personne n'a dit un mot. Éclairé par la lueur jaune de nos phares, se trouvait le corps recroquevillé d'un chevreuil. Grognant et maudissant l'existence du chevreuil, mon père est sorti du camion pour enquêter. Comme on leur avait dit, mes frères sont restés dans le camion. Moi, cependant, je n'ai pas écouté et j'ai suivi mon père de près. Le camion allait bien. Nous ne roulions pas vite quand nous avons percuté le chevreuil. Juste quelques poils et du sang sur la calandre. Heurter un chevreuil dans le coin n'était pas si inhabituel. Les montagnes en étaient en pleine. Ce qui était inhabituel, cependant, c'est que le chevreuil soit tombé si rapidement. À des vitesses plus élevées, les chevreuils pouvaient encore être debout et s'enfuir en courant pour mourir dans les bois après la collision, cette dernière poussée d'adrénaline les épuisant. Celui-ci était tombé comme une poupée de chiffon. Avant même de nous approcher du cadavre, une odeur profonde et nauséabonde nous a immédiatement frappés. Les chevreuils sentent mauvais quand ils sont vivants, mais c'était à un tout autre niveau. C'était l'odeur de la décomposition et de la pourriture. Mon estomac a commencé à se retourner à mesure que nous nous approchions. Mes narines brûlèrent. En arrivant près du chevreuil, il était clairement mort. Vraiment, vraiment mort. La puanteur était si accablante que mes yeux larmoyaient. Le corps était une véritable scène d'horreur. Les yeux avaient tout disparu, remplacés par des trous creux et enfoncés. Comme pour compenser leur absence, la langue était gonflée et noire comme du charbon. Elle ne pouvait pas être contenue et pendait sur le côté de sa gueule. Le ventre était ouvert.
les intestins et les viscères se déversant dans la terre. Dans la faible lumière des phares, il semblait que la fourrure et les viscères du chevreuil bougeaient, s'agitant presque. Retenant mon souffle, je me suis penché pour regarder de plus près. Mon cœur s'est arrêté. Le chevreuil, à l'intérieur comme à l'extérieur, était couvert d'asticots. Il était bien mort, mais notre camion ne l'avait pas tué. Clairement, il était mort depuis des jours, voire des semaines. Je me suis reculé en ayant des hauts le cœur. Cette anxiété électrique est revenue, hurlante. Mon père était toujours du type calme et stoïque. Mais à ce moment, même dans la faible lumière des phares du camion, je pouvais voir l'horreur sur son visage. Son regard n'était pas fixé sur le chevreuil, mais plus bas vers la montagne. Masquant mal la peur dans sa voix, il m'a fermement dit de retourner au camion et de monter à l'intérieur. J'ai obéi sans objection. Au moment où j'ai saisi la poignée de la portière, un cri strident est venu des bois. Des branches se brisaient, quelque chose montait la pente vers nous. J'ai fermé ma portière juste au moment où mon père atteignait le camion. Avant que sa portière ne soit fermée, il a appuyé sur l'accélérateur. Le camion a bondi en avant, nous faisant passer sur le cadavre du chevreuil et descendre la colline à toute vitesse. Avec mes cris et ceux de mes frères, il était difficile de dire si le hurlement nous suivait ou non. Notre camion est sorti de la ligne des arbres pour entrer dans la garrigue. Une fois hors des bois, tout est devenu silencieux. Il ne restait que le grondement du moteur et le vent à travers les fenêtres à moitié ouvertes. En rentrant sur notre propriété, le camion s'est arrêté. Nous sommes restés assis en silence. Personne n'a bougé pour quitter le camion. Puis tout le monde s'est mis à parler en même temps. Nous avions tous des questions. Qu'est-ce qui criait ? Comment un chevreuil mort peut-il sauter en montée devant un camion ? Il est impossible que le camion l'ait tué. Papa a juste secoué la tête, nous faisant signe de nous taire. Ce chevreuil était mort quand nous l'avons percuté. Il n'a pas surgi devant nous, il a été jeté sur nous. Nous l'avons fixé. Il a expliqué que toute la journée dans la montagne, il s'était senti mal à l'aise. Ne voulant pas nous inquiéter, il l'avait gardé pour lui. Il a décrit cela comme entrer dans le salon d'un étranger pendant qu'il dort à l'étage. Ce sentiment ne l'a jamais quitté. Au crépuscule, il avait aperçu une ombre du coin de l'œil, pas loin dans les bois. Il avait vu des silhouettes se déplacer d'arbre en arbre. Il n'arrivait pas à se concentrer assez longtemps pour bien les voir avant qu'elles ne se cachent derrière un arbre. Son estomac s'est noué. S'efforçant de garder son sang-froid, il nous a précipités vers le camion pour partir. C'est après avoir percuté le chevreuil et découvert qu'il était mort depuis longtemps que mon père a compris ce qui se passait. Quelque chose avait jeté ce chevreuil pour nous faire arrêter. Avant que les cris ne commencent, il pouvait entendre quelque chose bouger dans l'obscurité au-delà de la route. C'était un piège. Courir vers le camion aurait pu déclencher une embuscade ou un instinct de prédateur. Alors nous avons marché calmement jusqu'au camion. Dès que nous étions à l'intérieur, il a conduit ce camion en descente, sans aucune intention de s'arrêter pour qui ou quoi que ce soit. Cette sensation d'électricité n'a pas disparu jusqu'à ce que nous atteignions la départementale. Mes frères et moi n'avons rien vu en partant. Ces cris venus de la forêt ne quitteront jamais mon esprit. Nous n'avons pas ramassé de bois de chauffage le reste de la saison. Pour la première fois de sa vie, mon père a simplement acheté ce dont nous avions besoin. Et bien que nous ayons recommencé à ramasser du bois la saison suivante, nous ne sommes jamais retournés sur cette montagne particulière. L'Office national des forêts a définitivement fermé et récupéré cette route. Le seul moyen de retourner dans ces bois est une très longue randonnée, une que je n'ai aucune envie de refaire. Quoi qu'il y ait eu sur cette montagne, quoi qu'il ait jeté ce cadavre de chevreuil, quoi qu'il nous ait chassés des bois, il ne voulait pas de nous là-bas. Il voulait que nous partions, ou pire, il voulait notre mort. À l'été 2008, j'avais 20 ans, je vivais avec ma mère, et j'en avais vraiment marre. Ma mère et moi nous sommes toujours très bien entendus,
Mais c'est à cette époque que nos modes de vie sont devenus totalement incompatibles, ce qui a commencé à mettre un peu de tension dans notre relation. Je me souviens avoir acheté un exemplaire de notre journal local, parcouru les annonces, puis être arrivé à une conclusion assez déprimante. Si je voulais rester dans le coin et trouver un appartement vraiment sympa, cela allait prendre une énorme part de mes revenus mensuels. C'était faisable, mais tout juste. Donc, si je voulais avoir un minimum d'argent disponible, j'allais devoir chercher un colocataire potentiel. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à Antoine. Antoine traînait avec moi dans mon cercle proche d'amis depuis environ un an. Un ami commun nous avait présenté, et comme nous partagions beaucoup d'intérêts communs, il est devenu un habitué de nos soirées, de nos sessions dans les pubs de montagne. Il m'avait toujours semblé être un type correct, certainement un peu bizarre, mais nous étions tous un peu bizarres à notre façon. Au moment où j'ai commencé à chercher un appartement, Antoine dormait sur le sol de la chambre d'un ami commun après avoir été mis à la porte de chez sa mère et son beau-père. Nous lui avons demandé pourquoi il avait été mis à la porte, et il nous a dit que c'était à cause d'une bagarre qu'il avait eue avec son beau-père. Ils avaient eu une discussion houleuse, ils s'étaient confrontés, puis, comme Antoine l'avait dit, il l'avait fracassé. Cela correspondait parfaitement au stéréotype du beau-parent diabolique pour nous, et comme la plupart de notre cercle social était composé d'enfants de divorcés, non seulement nous ne l'avons jamais remis en question, mais nous l'avons aussi en quelque sorte applaudi. Nous pensions qu'il était dur à cuire pour avoir affronté un beau-père comme ça. Donc, notre ami commun n'avait aucun problème à donner à Antoine un endroit où rester, même si cela signifiait partager une chambre, et je n'avais aucun problème à me porter garant pour qu'il puisse obtenir un emploi dans la même entreprise que moi. Il avait un revenu, et il avait besoin d'un endroit où rester. Donc pour moi, Antoine était le choix naturel pour être mon nouveau colocataire. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, et comme vous pouvez l'imaginer, il était emballé à l'idée d'avoir son propre endroit. Il n'avait pas d'argent pour couvrir sa moitié de la caution, mais je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance. Tout ce qu'il avait à faire était de me donner la moitié du loyer à la fin de chaque mois, et je couvrirais les factures et la taxe d'habitation jusqu'à ce qu'il obtienne plus d'heures au bar où je lui avais trouvé un emploi. Puis, une fois qu'il pourrait se le permettre, il pourrait débourser plus d'argent pour les factures, etc. Nous avons convenu d'une poignée de main que c'était l'arrangement, puis j'ai passé quelques appels à des propriétaires potentiels et j'ai finalement trouvé un endroit décent dans la zone exacte que j'espérais. Le premier mois de cohabitation avec Antoine a été vraiment génial. C'était la première fois que nous vivions tous les deux dans notre propre appartement, alors nous étions tous les deux excités pendant la première semaine environ. Mais ensuite, après être tombé dans la routine de vivre avec Antoine, je ne pouvais voir aucun problème à l'horizon. Il payait sa part du loyer à temps, il rangeait après lui et il gardait le bruit au minimum dans sa chambre quand j'avais besoin de dormir. À part ça, il était plutôt sympa pour traîner. Nous aimions le même genre de film, le même genre de musique et le même genre de nourriture, donc il n'y avait pas vraiment de quoi se disputer. Cela me convenait parfaitement et je me sentais comme un vrai cerveau pour avoir choisi le colocataire le plus intelligent. Mais j'ai commencé à remarquer que les choses n'étaient pas tout à fait comme elles semblaient l'être. La seule différence majeure entre mon travail et celui d'Antoine était que je travaillais beaucoup plus tard que lui. Il finissait vers 2 heures du matin, alors que mon établissement restait ouvert jusqu'à 5 heures du matin. Parfois, Antoine passait prendre un verre et dépenser ses pourboires, mais la plupart du temps, il rentrait directement à la maison, ce qui s'est passé la nuit où je suis rentré et j'ai trouvé une de ses fiches de paie hebdomadaire sur la table. Je sais qu'il n'est pas correct pour un homme de regarder la fiche de paie d'un autre homme, mais elle était là, sur la table, alors que je m'asseyais pour manger mon repas d'après-travail, et je pensais avoir une bonne idée des heures qu'il faisait. Donc, le chiffre sur la fiche de paie aurait dû être quelque part dans la région de peut-être 150 à 200 euros, mais au lieu de quoi que ce soit proche de ce montant, le chiffre indiquait, et je m'en souviens toujours, 37 € et 38 centimes. Je me souviens de ce chiffre
parce que j'ai regardé cette fiche de paie avec incrédulité pendant quelques bonnes minutes, me demandant d'où il tirait son argent. Il dépensait comme un marin, et bien qu'il gagnait pas mal en pourboire, ce n'était pas assez pour les jeter comme il le faisait. Mais alors, de loin la partie la plus déroutante pour moi était qu'il était sorti 4 fois la semaine précédente, la semaine où la fiche était datée, et chaque fois, il était habillé pour le travail et ne m'avait rien dit sur le fait de ne pas aller travailler avant de sortir. S'il avait traîné dans l'appartement les jours où il aurait dû travailler, j'aurais compris qu'il ne travaillait pas assez pour couvrir le loyer. Mais il était sorti 4 fois, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et chaque fois, il portait sa chemise noire de travail et ses chaussures habillées. Je ne voulais pas le confronter à ce sujet. Je veux dire, je n'aurais pas dû regarder sa fiche de paie pour commencer, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter qu'il n'ait peut-être pas sa part du loyer à la fin du mois. Mais quand la fin du mois est arrivée et qu'il avait tout l'argent, j'ai tout oublié. Cela aurait pu être une erreur sur la paie de l'entreprise, ou peut-être qu'il avait rattrapé les heures la semaine suivante. De toute façon, nous avions le loyer, donc je ne m'en souciais pas. Mais en y repensant, c'était le premier grand signe que quelque chose n'allait pas. Le prochain grand signe qu'Antoine n'était pas le bon gars que nous pensions tous qu'il était, c'est quand il a commencé à sortir avec une fille nommée Julie. Julie, pas son vrai nom, mais c'était une fille sympa, assez timide et réservée, mais très jolie. Je l'avais vue de temps en temps, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé en dehors de lui servir un verre jusqu'à ce qu'elle et Antoine commencent à se fréquenter. Mais alors que j'attendais dans la file d'attente au McDonald's, ouvert 24 heures sur 24, cherchant à prendre un peu de nourriture après le travail, qui d'autre est entré après la fin de son propre service, sinon Julie. Elle me connaissait comme étant le colocataire d'Antoine, alors nous avons commencé à discuter de ceci et de cela. Mais pendant notre première conversation axée sur les banalités, elle a mentionné quelque chose qui m'a fait dresser l'oreille pour une raison quelconque. Même si Antoine n'était qu'un commis de bar débutant à l'endroit où il travaillait, Julie semblait penser qu'il était assistant manager. C'est venu quand elle a dit quelque chose comme « Eh bien, je sais qu'Antoine vient d'obtenir ce poste d'assistant manager au Drexel Lounge, donc nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir depuis quelques semaines. » Je me souviens avoir dit quelque chose comme « D'accord, oui, désolé d'entendre ça. » Puis j'ai changé de sujet. Ce que j'aurais dû faire, rétrospectivement, c'est dire à Julie que non, Antoine n'est pas assistant manager, et il n'a pas été occupé. Il a traîné dans l'appartement pendant ses 3 jours de congé par semaine. Mais pour être honnête, apprendre qu'Antoine avait dit à Julie qu'il était assistant manager m'a totalement pris par surprise. Je savais que c'était un mensonge. Il n'y avait aucune chance qu'Antoine ait été promu assistant manager avec 20 alléchés et quelques heures par semaine, surtout pas après y avoir travaillé seulement 3 à 4 mois. Je ne voulais tout simplement pas qu'elle découvre que c'était un mensonge de ma part. Et cela semblait incroyablement égoïste, maintenir Julie dans l'ignorance comme ça pour éviter d'être celui qui lui annoncerait la nouvelle. Mais j'étais aussi encore très ami avec Antoine à ce moment-là, alors je voulais aussi lui donner une chance de faire ce qui était juste, ce qui, en y repensant, était aussi inutile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin, comme on dit. Je n'entrerai pas dans tout l'échange parce qu'il faudrait environ 10 pages pour tout mettre sur papier, mais en gros, c'était ceci. Antoine avait menti à Julie à travers ses dents, et tout cela juste pour l'impressionner et coucher avec elle. Puis, quand il n'avait plus envie de la voir, il l'a repoussée avec des mensonges sur le fait d'être occupé avec toutes ses nouvelles formations et responsabilités. Il avait pris la pauvre petite Julie, qui n'aurait jamais dit un mot plus haut que l'autre, puis l'avait sautée et larguée. Et le pire, c'est qu'il en était aussi fier et j'étais horrifié. Je sais que ça peut paraître un peu sensible, mais je l'étais vraiment. Je n'avais aucune idée qu'Antoine était capable de quelque chose d'aussi manipulateur, mais quand j'ai exprimé ne serait-ce que la plus légère désapprobation, il a agi comme si je menaçais d'appeler la police ou quelque chose comme ça. Il dit « C'est ce que tout le monde fait.
Tu racontes quelques bobards pour les impressionner. Elle ne va pas être impressionnée si je lui dis que je suis un putain de commis de bar, n'est-ce pas? Je comprends cette logique tordue, mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il se sentait si à l'aise de mentir sur quelque chose que Julie était destinée à apprendre la vérité éventuellement. À ma grande surprise, l'idée que Julie puisse lui rendre visite au travail semblait vraiment nouvelle pour Antoine. Et pendant juste le plus bref des moments, j'ai vu cette lueur de peur dans ses yeux. Mais ensuite, il s'est en quelque sorte ressaisi, a haussé les épaules sur ce qu'il disait et m'a dit qu'elle ne le découvrirait jamais à cause de raisons X, Y et Z. La principale étant que son bar n'était pas le genre où elle aimait boire. Je me souviens avoir eu envie de lui dire « à moins que je ne lui dise « putain », mais autant cela semble simplement lâche rétrospectivement, je ne voulais tout simplement pas avoir de problème avec mon nouveau colocataire. Il s'était comporté comme un con, mais je ne pensais toujours pas qu'il était entièrement de ma responsabilité de redresser les torts quand je croyais fermement que la roue karmique finirait par revenir et le frapper en plein visage. Et alors j'ai gardé ma bouche fermée à ce sujet, du moins pendant un certain temps. Je me souviens avoir dit qu'Antoine était un colocataire décent et qu'il nettoyait toujours après lui et gardait l'endroit propre. Eh bien, cela n'a pas duré plus de 4 mois environ, car lentement mais sûrement, ces normes d'hygiène ont commencé à se relâcher. Je ne vais pas entrer dans tous les trucs ennuyeux sur le fait qu'il laisse traîner la vaisselle et tout ça. Alors je vais juste passer à la partie où j'ai compris pourquoi Antoine n'avait jamais ramené une fille dans son appartement. Je n'étais jamais entré dans sa chambre. Je n'en avais jamais eu besoin, et comme sa porte était plus loin dans le couloir, je n'avais jamais pu jeter un coup d'œil en passant non plus. J'avais vu la chambre quand nous avons emménagé, mais après ça, je n'avais tout simplement jamais eu besoin d'y entrer. Il y avait un peu de code entre hommes, comme les jeunes hommes qui vivent ensemble apprennent très rapidement à ne pas simplement faire irruption dans les chambres des autres, et c'est pourquoi je n'avais même pas jeté un coup d'œil dans sa chambre en presque 150 jours à ce stade. Alors, quand j'ai finalement jeté un coup d'œil dans la chambre d'Antoine, ma mâchoire a heurté le sol. J'étais assez naïf, en ce sens, que lorsque j'ai pris conscience pour la première fois de la relation désinvolte d'Antoine avec la vérité, j'ai pensé « non, il n'essaierait pas de me mentir comme ça ». Mais surprise et horreur, il l'a fait, et parfois de la manière la plus vulgaire. Comme un jour où je ne pouvais pas trouver mon chargeur d'iPhone et que je lui ai demandé s'il l'avait emprunté, il a juré haut et fort qu'il ne l'avait pas touché. Alors, juste par caprice, j'ai décidé de vérifier sa chambre juste au cas où il l'aurait entre guillemets emprunté puis oublié de le remplacer. Je me suis littéralement dit en marchant dans le couloir, je me demande ce qu'il a fait de l'endroit, mais quand j'ai ouvert cette porte, je jure que j'ai presque été renversé. La première chose qui m'a frappé a été l'odeur. C'était dégoûtant là-dedans, et j'ai soudain compris où certaines de nos tasses et assiettes étaient à dépasser. Elles étaient dans sa chambre, éparpillées partout avec des restes de nourriture moisis dessus, et elles étaient là depuis des semaines. Il y avait des piles de vêtements puants partout. Son miroir avait littéralement des marques d'éclaboussure, là où il avait fait éclater des boutons, et j'ai vu une bouteille de bière pas entièrement vide qui était là depuis si longtemps que les restes au fond avaient été moisis. Et ce n'était qu'est là, mesdemoiselles et messieurs, que quelques-unes des délices à vous retourner l'estomac que j'ai pu voir en parcourant avec précaution la chambre d'Antoine, traitant chaque chaussette d'apparence suspicieusement raide comme s'il s'agissait d'une vraie putain de mine terrestre. J'ai trouvé mon chargeur d'iPhone. Il l'avait pris. Mais au lieu de lui envoyer un texto disant quelque chose comme « Espèce de con, tu l'as pris », mon esprit était tellement soufflé de voir comment il vivait que ça m'a laissé sans voix. Je n'arrivais pas à croire qu'il vivait comme ça, et je n'arrivais pas à croire que j'avais dormi dans la chambre d'à côté, complètement ignorant. Je pensais qu'Antoine ne ramenant pas de fille était, je ne sais pas, comme un signe de respect ou quelque chose comme ça. Nous avions parlé de ne pas faire de fête, alors je pensais que c'était lui qui tenait sa part du marché. Mais ce n'était pas ça. C'était parce que sa chambre était un putain de bordel. En fait, je retire ça. C'est une insulte au porc. C'était plus comme si c'était une décharge. S'il voulait avoir sa chambre comme ça, très bien,
Mais comme je l'ai dit plus tôt, le problème était que son manque d'hygiène empiétait sur le reste de l'appartement. Mais quand j'ai abordé ce sujet avec lui, cela a provoqué une dispute. Il pensait que j'étais trop rigide, a expliqué qu'il était épuisé et que je ne devrais pas commencer à l'engueuler pour quelques assiettes non lavées dans l'évier. Je n'ai même pas mentionné l'état de sa chambre. Je ne voulais pas que la dispute s'aggrave davantage. J'avais commencé à penser qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas chez Antoine, quelque chose pour lequel il avait peut-être besoin d'aide, et en tant qu'ami, c'est tout ce que je voulais vraiment. Mais néanmoins, l'incident a marqué le début d'une tension qui ne s'est jamais terminée, mais s'est plutôt aggravée de plus en plus. Je ne vais pas vous ennuyer avec chaque petit chapitre de la rupture de notre amitié. Vous avez déjà entendu la plupart des choses importantes de toute façon. Mais quand les choses ont atteint leur paroxysme, elles l'ont fait d'une manière significative. Nous avons emménagé ensemble début août 2008, et en février 2009, nous ne nous parlions presque plus. Antoine n'avait contribué que la moitié de ce qu'il avait promis pour le loyer de février, ne me laissant pas d'autre choix que de lui avancer le reste jusqu'à ce qu'il soit payé à son nouveau travail, qu'il n'avait été forcé de chercher qu'après avoir probablement été viré de son premier emploi. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Je n'étais pas en colère de devoir lui avancer de l'argent. J'étais en colère parce qu'il savait que si je ne le faisais pas, nous serions tous les deux expulsés de cet appartement, pas seulement lui. Il savait que je n'avais pas le choix, et il en a donc profité pleinement. Je ne dis pas que c'était effrayant, je dis juste que vous pouvez comprendre pourquoi, début février, l'amitié entre Antoine et moi était sur le fil du rasoir. Puis, un mercredi soir, vers 2h du matin, dans mon bar sont entrés les nouveaux collègues d'Antoine. J'ai remarqué leurs uniformes du Café de Paris et j'ai supposé à juste titre qu'il s'agissait de ses collègues barmen venant prendre un verre après le travail. Ils se sont approchés du bar, je suis allé les servir. Puis, une fois leur commande assemblée et que je leur ai dit le prix, l'une d'entre elles a demandé « Hé, tu es Rémi, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. À ce moment-là, la même fille a dit « Oh, nous travaillons avec Antoine. » Mais malgré le fait que je voulais toujours être payé, personne n'a fait le moindre geste pour prendre une carte ou un billet dans son sac ou son portefeuille. J'ai dit « D'accord, tant mieux pour vous, mais j'ai toujours besoin de paiement pour ces boissons. » Et quand j'ai dit cela, le personnel du Café de Paris a commencé à agir tout confus. Ils m'ont dit qu'Antoine leur avait dit que s'ils entraient dans mon bar et me trouvaient en particulier, je leur donnerais des boissons gratuites. Tout ce que j'ai fait, c'est lever les yeux au ciel et leur dire quelque chose comme « Oh, ça ressemble bien à Antoine. » Il parle et c'est que des conneries. Parce que j'en avais juste marre de ces stupides petits mensonges aux gens. Mais le fait que je parle mal de lui semblait causer une profonde offense aux nouveaux collègues d'Antoine. Ils n'ont rien dit. Ils se sont juste regardés, ont payé les boissons et sont partis. Mais ensuite, quelques tournées plus tard, et peut-être qu'une heure s'était écoulée, je suis allé les servir une deuxième fois. Je leur ai apporté leurs boissons, et cette fois, je n'ai eu aucun problème à obtenir le paiement. Mais pendant que je les encaissais, l'une des filles m'a demandé si j'aimais vivre avec Antoine. J'ai été très honnête avec eux, leur ai dit que je n'aimais pas trop ça, mais n'ai rien dit de plus. Puis, une fois de plus, ils ont agi comme si une grave offense avait été commise. La même fille m'a dit « Tu devrais être plus reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi », ce qui m'a honnêtement fait rire aux éclats parce que qu'est-ce que diable leur avait-il raconté ? Eh bien, il s'avère qu'Antoine leur avait dit beaucoup de choses sur moi, et pas un seul mot n'était vrai. Antoine avait dit à ses nouveaux collègues que c'était lui qui m'avait sauvé de l'itinérance. Il prétendait également que c'était lui et non moi qui s'occupait de la plupart des factures et que je ne pouvais pas travailler plus de 30 heures par semaine parce que j'avais un syndrome de fatigue chronique. Et à cause de cette fatigue chronique, Antoine avait dit à ses collègues à quel point j'avais du mal à nettoyer après moi et qu'il passait beaucoup de temps à s'assurer que j'avais un endroit propre où vivre. Donc, à leurs yeux, le fait que j'exprime autre chose qu'une gratitude éternelle envers Antoine était grossièrement offensant et extrêmement ingrat.
Ils m'ont dit tout cela d'une manière très accusatrice, comme s'ils pensaient qu'ils allaient me faire une bonne leçon et que j'allais avoir honte d'être un ingrat. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Au lieu de simplement me disputer avec eux, j'ai dit à mon manager que je sortais fumer rapidement avant la fermeture. Je n'étais pas si occupé à ce moment-là, et j'ai ensuite demandé à la fille qui avait fait la plupart des accusations de sortir pour un mot poli. En y repensant, je pense qu'elle avait ses propres doutes sur Antoine. Si c'était moi, et que je pensais que le colocataire ingrat et irrespectueux allait simplement diffamer mon collègue, je ne lui aurais jamais donné le temps de la journée. Mais elle est sortie et m'a effectivement écouté. Et pendant que j'expliquais comment presque tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge, je lui ai tout détaillé de manière intime. Mais au final, ce n'était que des mots. Moi disant que non, Antoine ne travaillait pas à temps partiel pour une association d'aide aux sans-abri était très déroutant pour elle. C'était un cas de « il a dit, elle a dit », et sans aller vérifier les faits sur toutes les choses qu'il avait dites, tout ce que j'avais fait était de la laisser dans une sorte de brouillard de confusion. Ce qui a vraiment fait comprendre et lui a fait réaliser quel menteur Antoine était, c'était de voir une photo de sa chambre. J'avais parlé à ma mère de la situation d'Antoine. Pas nécessairement juste pour me plaindre de lui, comme je voulais sincèrement son conseil. Antoine avait été vraiment agaçant pour moi, mais c'était toujours un ami, et son comportement semblait bien au-delà de la simple paresse ou arrogance. Comme je pensais qu'il y avait sincèrement quelque chose qui n'allait pas chez lui, et que c'était aux amis proches de peut-être faire quelque chose à ce sujet. J'ai mentionné sa chambre, et comme tous ceux à qui j'en ai parlé, ils n'ont tout simplement pas cru qu'elle était aussi mauvaise que je le disais, jusqu'à ce que je leur montre que j'avais pris une photo de sa chambre pour montrer à ma mère que je n'exagérais pas la situation, que la chambre d'Antoine était dans un tel état que je m'inquiétais légitimement pour sa santé. Mais quand sa nouvelle collègue m'a accusé d'être le flemmard résident, j'ai senti que je n'avais pas vraiment le choix, mais de lui montrer la photo, ne serait-ce que pour sauver ma propre réputation parmi un groupe de clients potentiellement réguliers, je suppose. Inutile de dire qu'elle était horrifiée, et avant que certains d'entre vous ne demandent « Eh bien, comment savait-elle que c'était vraiment la chambre d'Antoine ?» Eh bien, disons qu'il y a quelques indicateurs solides que c'était définitivement sa chambre. Par exemple, Antoine était un grand fan de Metallica, et il y avait une grande affiche de l'album noir sur son mur. Antoine fumait aussi du tabac à rouler à l'époque, et au moins une douzaine des paquets bleus distinctifs pouvaient être vus éparpillés dans sa chambre. Si vous connaissiez Antoine et que vous voyiez cette photo, vous saviez juste que c'était sa chambre. Et pour la fille qui avait fait les accusations, c'était profondément choquant. Je veux dire, ce serait choquant pour n'importe qui de découvrir que beaucoup de ce qu'on leur a dit est un mensonge complet. Mais cette fille semblait bien pire que simplement surprise. Elle semblait vraiment dévastée. Je me souviens qu'avant qu'elle ne parte, elle m'a demandé une fois de plus si je savais avec certitude qu'Antoine ne faisait pas du bénévolat pour une association d'aide aux sans-abri, où il m'aurait soi-disant rencontré et sauvé. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais qu'Antoine n'était pas du tout comme elle le pensait. Je ne pensais pas qu'il était mauvais ou une personne terrible, mais il avait clairement des problèmes avec le mensonge, et malheureusement, elle avait été sa dernière victime à plus d'un titre. Maintenant, si vous supposez que cette petite séance de révélation serait le dernier clou dans le cercueil de l'amitié entre Antoine et moi, eh bien, vous auriez raison. Il en était seulement à 2 semaines dans son nouveau travail, et tout le monde avec qui il travaillait savait maintenant qu'il était un menteur, et pas n'importe quel menteur, un menteur très prolifique aussi. Puis, comme c'était moi qui avais vendu la mèche, cela a provoqué une si grande dispute que nous avons presque en venu aux mains. C'était probablement l'une des interactions les plus intéressantes que j'ai jamais eues avec Antoine, parce que j'ai réalisé qu'il avait raconté tant de mensonges qu'il avait en fait perdu la trace de ce qu'il avait dit à qui. Encore une fois, je ne vais pas vous ennuyer en tapant tout l'échange, mais il y a eu un moment où j'ai réalisé qu'il avait presque complètement perdu la trace de ses mensonges. Mais au lieu d'avoir une sorte de moment de prise de conscience, réalisant qu'il était exposé,
Cela n'a fait qu'énerver de plus en plus Antoine. Comme je l'ai dit, nous n'en sommes jamais venus à nous battre. Mais cela y ressemblait certainement pendant un court instant. Environ une semaine après cette grande dispute, je suis rentré du travail pour découvrir qu'Antoine était sorti mais avait laissé ses clés dans l'appartement. À ce moment-là, il me devait des centaines d'euros de loyer, et avec mon nom le seul sur le bail, il n'y avait absolument aucune incitation pour moi à le laisser simplement rentrer. Je lui ai dit d'aller rester chez sa mère, et pour faire court, toute cette situation d'expulsion avait été un autre mensonge. Quand il aurait l'argent qu'il me devait, il viendrait chercher ses affaires après un échange amical. Il a en fait demandé à sa mère de m'appeler à un moment donné, essentiellement pour supplier de récupérer ses affaires en son nom. Mais après lui avoir dit toute la vérité, elle a pris mon parti et a accepté qu'Antoine devait me payer ce qui m'était dû. Je lui ai dit au téléphone « Je serais heureux de mettre en gage toutes ces affaires pour récupérer un peu d'argent, mais je préférerais régler les choses comme des messieurs et ne pas avoir à transporter ces affaires jusqu'au cash converter. » Et vous savez ce qu'elle a dit ? Elle a dit « C'est tout à fait raisonnable, Rémi. Je vais demander à Antoine de t'appeler. » Mais il ne m'a jamais rappelé parce qu'Antoine avait des problèmes beaucoup plus urgents. Je n'avais aucune idée que ces problèmes existaient, même jusqu'à bien plus tard. Donc, au lieu de vous le dire maintenant, je pense que je vais vous garder dans l'ombre jusqu'à ce que nous atteignions le point culminant de notre petite histoire ici, que je vais partager avec vous maintenant. Donc, un soir, je me prépare à partir pour le travail, et en sortant dans la rue devant mon appartement, je vois les phares d'une voiture s'allumer. Je n'y ai pas prêté attention, pas tout de suite. Mais alors que je m'éloignais de la voiture vers la route principale où se trouvait mon arrêt de bus, j'ai vu les lumières derrière moi devenir de plus en plus brillantes. J'ai réalisé que la voiture n'essayait pas de me dépasser dans la rue. J'ai réalisé qu'elle venait directement derrière moi, et elle se déplaçait rapidement aussi. Heureusement, j'ai compris avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit, et j'ai pu simplement sauter sur le chemin d'entrée de quelqu'un alors que la voiture passait à toute vitesse à côté de moi sur le trottoir. Elle a failli percuter un lampadaire, et au début, il était presque inconcevable que la voiture ait vraiment essayé de me renverser. Je pensais juste que c'était un conducteur trop agressif de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, j'ai reconnu qui était au volant. C'était Antoine. Il est sorti du siège conducteur, la voiture toujours montée sur le trottoir, avec son moteur en marche, puis s'est dirigé vers le coffre pour l'ouvrir. À ce moment-là, je criais « Ça va pas ? Tu viens d'essayer de me renverser ? T'es malade ?» Antoine ne dit rien. Il ouvre simplement le coffre de la voiture, sort un club de golf de quelque sorte, puis commence à monter le chemin de notre voisin vers moi. J'ai eu ce vrai moment de « oh merde !» quand j'ai réalisé qu'il voulait vraiment me faire du mal sérieux. La seule méthode que j'avais pour me défendre était de sortir le petit canif attaché à mon ouvre-bouteille de barman, qui faisait à peine 3 cm de long, et de l'agiter comme un dément dans l'espoir que cela le dissuaderait. Ça l'a un peu fait, mais comme il avait environ 1 mètre d'élan avec ce club de golf, il savait qu'il avait l'avantage. Alors qu'il s'approchait, il a commencé à essayer de me fracasser la tête avec. Tous les cris ont immédiatement alerté le propriétaire de la maison. Et alors que nous sommes en quelque sorte en duel sur leur chemin, ils sont sortis pour nous dire d'arrêter. Mais Antoine ne s'est pas immédiatement arrêté, et il a réussi à me porter au moins un bon coup qui m'a frappé aux côtes, avant que le cri du propriétaire « La police est en route !» ne le fasse finalement céder. Il a couru vers sa voiture, s'est enfui, et m'a laissé tremblant dans l'allée de la femme, lui présentant des excuses pour la bagarre inattendue. Quand elle a découvert ce qui s'était passé, sa réaction a été presque sainte. Elle m'a demandé si je voulais entrer pour une tasse de thé en attendant la police, et c'est exactement ce que j'ai fait après avoir appelé au travail pour les informer que je serais en retard. Je pensais qu'Antoine voulait me tabasser parce que j'avais exposé son tissu de mensonges, et d'une certaine façon, c'est exactement ce qui s'était passé. Mais ce qui l'avait rendu assez en colère pour essayer de me tuer n'était pas tant que je l'avais exposé. C'était la réaction des autres à qui il avait menti, et en particulier
la réaction de la collègue qui m'avait accusé d'ingratitude. Encore une fois, je n'ai pas découvert cela avant peut-être 2 ou 3 mois après qu'il se soit enfermé hors de l'appartement, mais à ce moment-là, tout le monde savait ce que je m'apprête à vous dire. C'était pratiquement le sujet de conversation de la ville, donc je ne peux pas parler pour le système juridique de chaque pays. Mais ici en France, nous avons un crime sous le statut intitulé « viol par tromperie ». La loi stipule que, et je vais juste copier et coller ceci ici, le viol par tromperie est une situation dans laquelle l'auteur trompe la victime pour qu'elle participe à des actes charnels auxquels elle n'aurait pas consenti si elle n'avait pas été trompée. La tromperie peut se produire sous de nombreuses formes, telles que de fausses perceptions, de fausses déclarations et de fausses actions. Tout cela semble très simple. Vous mentez pour coucher avec quelqu'un et vous avez commis un viol par tromperie. Mais au moins selon la loi française, les critères pour obtenir une condamnation sont, et je cite un manuel juridique ici, très étroit. Essentiellement, la poursuite doit prouver que la victime n'aurait pas couché avec l'auteur si elle n'avait pas été trompée. Donc, par exemple, si un homme refuse de payer une prostituée après avoir couché avec elle, cela ne relève pas du viol par tromperie. Mais tromper quelqu'un en lui faisant croire que vous êtes une personne complètement différente de celle que vous êtes, et cela pourrait bien mériter une condamnation. Eh bien, Antoine avait couché avec une collègue qui m'avait initialement accusé, d'où sa volonté de défendre son nouvel amant. Mais quand elle a réalisé que presque tout ce qu'il lui avait dit était un mensonge, elle a été tout naturellement dévastée. Au début, elle ne pensait pas qu'il y avait un moyen de se venger de lui, parce qu'elle n'était pas du tout au courant de la loi sur le viol par tromperie. Mais sans qu'Antoine le sache, sa nouvelle belle était étudiante à l'université de Lyon, et l'une de ses colocataires et meilleure amie était une étudiante en droit de 3e année. Après une conversation à cœur ouvert sur le fait qu'Antoine était une ordure, l'amie de la fille l'a informée de toute cette affaire de viol par tromperie, et elle avait maintenant un vrai recours juridique pour se venger de lui. Et elle l'a utilisé. Antoine était en colère que j'ai retiré le voile des yeux de tout le monde. Mais ce qui lui a donné envie de me tuer, c'est le fait que dire la vérité allait potentiellement aboutir à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Antoine a été arrêté, libéré sous caution, puis toute l'affaire est passée en jugement environ 6 mois plus tard. D'ici là, il vivait avec son père biologique à l'extérieur de la ville, donc personne ne l'a vu en ville pendant toute l'épreuve. Tout le monde espérait que la fille et ses avocats seraient en mesure d'obtenir une condamnation. Et je me souviens avoir lu le procès sur les médias sociaux plus tard, et penser qu'Antoine pourrait réellement aller en prison pour ce qu'il avait fait. Mais malheureusement, parce que Antoine a plaidé coupable lors de son audience de plaidoyer et à la lumière du fait qu'il était un délinquant primaire, il a fini par s'en tirer avec rien de plus qu'une peine de prison avec sursis de 2 ans. Tous ceux qui connaissaient la situation étaient dévastés, mais Antoine ne s'en est pas tiré indemne avec sa réputation maintenant ruinée. Il a été forcé de déménager, et bien qu'un ami commun garde contact avec lui de temps en temps, nous ne savons pratiquement rien de l'endroit où il se trouve ou de ce qu'il fait. C'est principalement parce que je dis à cet ami commun que je ne veux pas savoir, mais cela ne m'empêche pas de penser à Antoine de temps en temps. J'ai appris que raconter autant de mensonges comme Antoine l'a fait est un signe certain de sociopathie, ou en d'autres termes, Antoine avait un cas grave de ce qu'on pourrait appeler le syndrome du personnage principal. Et c'est pourquoi il se sentait si à l'aise de mentir, parce que les autres personnes ne comptaient pas pour lui. Même si des individus découvraient qu'il mentait, il n'y avait pas de réelle perte pour lui, parce qu'il se fichait de ce qu'ils pensaient de lui en premier lieu. Cependant, il est également courant pour des personnes comme ça d'accorder une grande valeur à leur réputation globale. Après tout, si personne ne vous fait confiance pour commencer, il n'y a personne à tromper. Donc, me voir l'exposer d'une manière qui signifiait qu'il y avait des conséquences juridiques a rendu les gens comme Antoine meurtriers. Je me demande parfois si, où qu'Antoine soit allé,
Il a répété tout ce processus de mensonge et de manipulation des gens, et je sais que ça sonne un peu insensible, mais j'espère en quelque sorte qu'il l'a fait. J'espère qu'il a complètement reconstruit sa vie, même si c'est un château de cartes trompeur, parce que cela signifie qu'il a vraiment tourné la page. Et j'espère cela parce que l'alternative est qu'il me déteste toujours, qu'il s'énerve encore en pensant que je l'ai exposé, et qu'il va juste attendre que les choses se soient vraiment calmées avant de revenir pour obtenir sa vengeance finale et sanglante.